Claudine Gramont, directrice du musée Matisse de Nice. Je suis historienne de l'art, universitaire, donc j'ai fait une thèse sur le fauvisme qui m'a conduite après assez naturellement à Matisse. Et quand on aborde un artiste de cette importance, qui traverse le XXe siècle, cette première moitié du XXe siècle, avec tellement de possibilités et tellement d'ouverture, voilà, c'est une œuvre ouverte. Donc j'ai considéré que c'était, enfin même sans y réfléchir, que c'était passionnant de m'y consacrer presque totalement. Matisse a vécu à Nice donc de 1917, date où il arrive à Nice avec sa valise, jusqu'à sa mort en 1954. Et le musée Matisse donc est ouvert en 1963, constitué essentiellement donc de collections qui sont issues de donations successives des héritiers de l'artiste. Le musée est situé à Cimiez, à quelques pas seulement du Regina, qui était le grand bâtiment où habitait Matisse, qui était anciennement un hôtel et qui en 1938 a été découpé en appartements, et Matisse est un des premiers à acheter. Donc il occupe son appartement atelier du Regina jusqu'à sa mort en 1954. Donc il y a aussi une proximité qui est intéressante entre le musée et le lieu de vie de Matisse, c'est-à-dire que quand on est dans le musée, on n'est pas chez Matisse, mais presque, et surtout on est dans sa lumière, c'est-à-dire qu'on a quasiment, on est dans le lieu de création où il créait. Cimiez, c'est pas le bord de mer, c'est pas exactement la même chose. On est déjà un petit peu dans la montagne et beaucoup plus reculé par rapport à la mer. Je pense que la grande étape, c'est une étape vraiment fondamentale dans sa vie et dans son œuvre, c'est le départ pour les États-Unis en 1930, la commande de Barnes. Il traverse les États-Unis en train, il va jusqu'à Tahiti en bateau, il revient, et après, entre 30 et 33, il va quand même 3 fois aux États-Unis, à New York, sur la côte Est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit d'autres choses, et ça veut dire aussi que quand il revient, il a un autre regard sur son environnement propre. Ici, et oui. Et il le dit, j'ai besoin de ce recul, en fait, pour voir les choses autrement, peut-être. C'est un artiste qui va vraiment travailler presque toujours, si on y réfléchit bien, sur cette question de la sédimentation visuelle, la mémoire, de nourrir justement tout cet imaginaire et de plus en plus à la fois le sophistiquer, mais tout en le simplifiant. Voilà, c'est les deux aspects. Il y a une maturation en fait, une décantation qui se fait entre ce qu'il voit. Une réelle décantation. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire le lien, de parler de ce voyage aux États-Unis, donc avec son fils Pierre, qui lui est né en 1900, qui est arrivé, aux États-Unis dans les années 25, je crois, 24-25, voilà, et qui a créé cette galerie au Fuller Building qui lui-même en était truffé. Oui. Puisqu'en fait, il y en a encore d'ailleurs aujourd'hui, la plupart ont fermé encore au moins 2. C'est moins à la mode, disons. Voilà, c'est ça, il était au 17e étage, je crois, de ce building. Et en fait, on peut dire que c'est le Durand-Ruel du début du XXe siècle. Au détail près, et qui n'est pas des moindres, que son père est un artiste. Donc, voilà. Donc ça devait apporter ça. Voilà, de s'appeler et de vouloir garder le nom de Matisse. C'est-à-dire que c'est la Pierre Matisse Galerie. Incontestablement, Pierre suit dans sa démarche, effectivement, Durand-Ruel et peut-être les grands marchands, comme Vollard ou Bernheim Jeune, qu'il connaît, par le biais de son père, bien sûr. Mais ce qui fait sa particularité, c'est d'être le fils d'un artiste, et donc il est reconnu d'ailleurs comme tel par les artistes. Et il y a des relations qui se créent entre lui et chacun de ces artistes phares, et de la part de Pierre, avec une vraie stratégie après commerciale, une connaissance du marché. Il ne faut pas oublier aussi que
La famille Matisse, au départ, les parents de Matisse sont eux-mêmes des commerçants. Donc peut-être aussi il y a cet héritage qui s'est transmis. Je crois, voilà, vendait du grain. Oui, vendait du grain et sa mère vendait aussi des couleurs. Donc il y avait quand même sans doute cette culture du commerce et cette culture aussi de la part de Matisse, Henri, puisque avant d'être, il se destinait à être juriste. Et donc Henri est un artiste qui va gérer sa carrière aussi. Il réfléchit. Ah oui, il gère sa carrière, vraiment. Les choses ne sont pas faites au hasard, les expositions sont prévues, la manière dont on se présente publiquement, tout ça, c'est quand même pensé. Ce qu'on montre au public aussi, c'est quelle est l'œuvre publique, l'œuvre privée. Bon, donc Pierre a cet héritage. Il sait comment ça marche. Et les artistes, il les choisit bien. Même très bien, puisque voilà, il a été le grand marchand, par exemple, de Miro, à partir des années 30, mais aussi de Balthus, là je parle des années 30. Balthus, Miro. Déjà, je ne parle que des figures les plus importantes, puisqu'il a réalisé plus de 350 expositions dans sa galerie. Et puis, bien sûr, après-guerre, Giacometti et Dubuffet. Et pendant toutes ces années, Miro et Balthus qui continuent. Donc, je ne cite que les plus importants. Et son père. Et son père aussi. Donc 5 expositions Matisse. C'est ça. Mais au-delà des expositions, il a eu un rôle aussi majeur, puisque même une fois que, à la fin, donc la dernière exposition Matisse en 1949, il a un rôle évidemment fondamental pour faire entrer l'œuvre de son père dans les grands musées américains, dans les grandes collections et dans les grands musées. Mais cette stratégie, en fait, elle est aussi valable pour les autres artistes. C'est-à-dire que quand Pierre s'occupe d'un artiste, il choisit la destination de l'œuvre. C'est-à-dire que quand on raconte, quand on vient le voir dans sa galerie et qu'on demande un tableau de Miro, il va sortir 3 Miro, alors qu'il en a 150 à l'étage au-dessus, parce qu'il était au 17e, après il est descendu, mais il a gardé en fait les locaux et il stocke beaucoup. Alors, cette exposition donc, sur Pierre Matisse, elle va mettre en avant des œuvres de certains artistes dont il a lui-même fait la promotion. Oui. Quel a été le parti pris? Comment c'est fait? C'est un choix raisonné ou c'est un choix d'opportunité? Comment ça s'est passé? Les deux, raisonné et d'opportunité, parce que vous imaginez bien que c'est comme une exposition difficile à monter. Et je répète souvent qu'on aurait pu... Il y avait, avec un tel sujet, on pouvait faire une exposition 2 fois, voire 3 fois plus grande. Bon, il fallait, donc bien sûr, de toutes les façons, que ça soit adapté au musée. Donc on a mis en place un parcours à partir des grandes périodes et en faisant une sélection d'artistes pour, évidemment, montrer comment Matisse suit certains artistes, ce que je viens d'énoncer, et puis aussi d'enrichir le propos avec quand même beaucoup de documentation, beaucoup de photographies d'accrochage. Donc on voulait aussi contextualiser et faire comprendre aux visiteurs le rôle de passeur de Pierre. Il y a vraiment 2 volets dans l'exposition. Il y a ce volet documentaire qui est important et je pense assez inédit, et puis vraiment la rencontre avec les œuvres. Donc le visiteur d'abord rentre dans quelque chose pour comprendre l'histoire de Pierre, aussi bien son histoire familiale d'ailleurs que son histoire de marchand, et puis après il rencontre les œuvres. Et en rencontrant les œuvres, il va rencontrer Pierre en fait, et son choix et son œil. Et voilà des choses qui sont des choses charnières, comme les constellations 45 de Miro, qui est un moment clé dans l'histoire de la galerie. Pareil, les intérieurs de Vence de Matisse, l'exposition 49, qui est un moment clé. Voilà. Après, le grand portrait par Dubuffet de Pierre, 47, pareil, ça inaugure vraiment toute une période, jusqu'aux derniers artistes qu'il va représenter, et notamment François Rouen, qui est dans la dernière salle, qui est toujours souvent une belle surprise pour les visiteurs, et même les visiteurs très éclairés ou les marchands, parce que certains marchands viennent nous voir, ils viennent
rencontré eux aussi Pierre et ils sont curieux de cette exposition et souvent surpris justement par cette dernière salle qui présente François Rouen ou Simon Antaille, qui sont des artistes qu'on n'attend pas chez Pierre Matisse, qui a toujours aussi pour principe d'aller de l'avant, d'admettre, de faire entrer dans de nouveaux artistes. Sa spécialité, depuis le début, c'est justement ce qu'avait d'ailleurs très bien dit Pierre Schneider, qui avait consacré en 2005 une exposition déjà à Pierre, c'est le passeur. C'est-à-dire que Pierre fait, il faut imaginer qu'il fait, et depuis le début, depuis 1924, il fait 2 fois la traversée dans l'année. Donc au départ, il l'a fait en bateau, vers l'Europe. Et puis, voilà. Et après, en avion. Mais c'est tardivement en avion. Oui. Donc c'est pas neutre du tout. C'est-à-dire que quand il monte une exposition, il la monte pas sur catalogue ou sur photo. À l'époque, on n'a pas Internet. Et donc il se déplace, il y a la visite d'atelier, il visite l'atelier, il choisit et il rapporte les choses. Et puis plus tard, dans les années 40, les choses sont plus complexes parce qu'en réalité, la concurrence est accrue sur cet art moderne. Oui. Et donc, en particulier, il va avoir un grand rival qui est Aimé Mag, qui va, à partir des années d'après-guerre, s'intéresser aux mêmes artistes. Donc tout simplement, Pierre, lui, a l'exclusivité sur les États-Unis, alors que Mag a l'exclusivité en Europe. Ils se partagent le marché, et puis ils n'ont pas les mêmes attirances que Pierre. D'ailleurs, sa galerie n'est pas très grande. Reste toujours sur des choses... Il expose des grands formats, il est courageux, mais voilà, il reste fidèle à son œil, il a un choix en réalité. Pierre a un choix. Il sait être iconoclaste aussi, ça lui arrive, notamment quand il a fait cette présentation des œuvres de son père, sans cadre, comme ça, au mur. Alors ça, c'était quelque chose qui n'était pas... à l'époque, il est très, à mon avis, il connaît très bien le marché américain, il sait comment ça marche, et il a une vraie intelligence de cela. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'achat et de la vente, d'abord il sait placer ses artistes dans les bonnes collections. L'exposition de 49, le choix d'exposer les œuvres de son père sans cadre, c'est très audacieux, et ça, c'est une idée de Pierre. Raymond, c'était que son père accepte. Il fallait qu'il accepte. C'est ça. Mais tout simplement pourquoi? D'abord parce qu'il sait, quand il voit les œuvres dans l'atelier de son père, elles sont sans cadre. Quand Matisse, quand il a une œuvre dans son atelier, il la balade et elle est sans cadre. C'est que quand elle sort qu'elle est encadrée, et c'est le marchand qui encadre. Cette exposition a un succès phénoménal. Mais vraiment phénoménal. C'est complètement... c'est une des grandes expositions de l'après-guerre à New York, dont tout le monde en parle. Et ce qu'on a voulu aussi montrer, alors c'était difficile de le montrer dans l'exposition, mais on l'a montré dans le catalogue, c'est que, à travers cette défense des artistes européens, de l'avant-garde européenne, de l'art moderne européen, ça dépend comment on l'appelle, il va avoir un rôle essentiel justement pour ce transfert culturel, c'est-à-dire qu'à la fois il va les défendre réellement, c'est-à-dire parce qu'il sait qu'il y a cette montée des nationalismes et qu'on est en pleine période des années 30 quand il arrive où c'est difficile, mais aussi indirectement il va servir, il va leur servir puisque il va leur permettre de découvrir. Dubuffet, ça a été majeur pour ces artistes de cette génération, les artistes américains de cette génération. Miro, ça a été majeur. Balthus aussi. Parce que ce sont des individualités. C'est des artistes qui sont très forts et qui n'ont pas besoin d'appartenir à un courant. Alors évidemment, il a aussi été un des endroits pour le surréalisme et pour les surréalistes en exil, autour d'André Breton. Donc ça aussi, ça a été... Pendant la guerre, voilà, une chose aussi très importante pour l'histoire culturelle, tout simplement. Donc vous dites, oui, c'était un passeur. Et effectivement, pour les Américains, est-ce que c'était pas Matisse qui disait
J'ai vu tellement de belles choses aux États-Unis qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de grands peintres américains qui sortent, qui arrivent un jour et qui produisent des belles œuvres. C'est amusant parce que c'est le titre qu'a repris Anne Cohen-Solal pour son fameux livre justement sur l'art américain, cette histoire-là. Et quand il est interviewé à plusieurs reprises par des journalistes américains quand il fait son voyage aux États-Unis, et il dit oui, c'est pas possible qu'avec une telle nature, avec un tel espace, qu'on n'ait pas un jour des peintres. Et c'est juste. C'est assez extraordinaire de voir que quand il arrive à New York, il est totalement fasciné par l'espace que ça crée. La verticalité du building. Vous voyez, c'est comme Mondrian, enfin tous ces artistes européens qui arrivent à New York, ils ont cette vision-là. Et après, voilà, c'est à ce moment-là qu'il va passer vraiment au monumental, donc à la danse, à des compositions qui sont en grand format. En étant le fils d'Henri Matisse, Pierre est arrivé à être un très grand marchand. Je crois que c'est ça, moi je trouve que c'est une très belle leçon, c'est que voilà, il a su faire sa propre création en étant marchand. C'est là où il est remarquable. Moi, je suis convaincue qu'une œuvre, c'est d'abord quand même une émotion et une rencontre. Et je crois que quelqu'un comme Pierre Matisse, oui, le savait peut-être mieux que quiconque.